Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et nous allons parler essentiellement de la situation des Palestiniens à Gaza. Situation, comme vous le savez, dramatique depuis des dizaines d'années. Le journaliste Olivier Pironnet, du Monde diplomatique, a été invité par les étudiants du Café Diplo Sorbonne le 22 octobre 2019 pour faire une conférence qui avait pour titre « Gaza, état des lieux, enjeux internationaux ». Olivier Pironnet m'a donné l'autorisation d'enregistrer sa conférence pour en diffuser quelques extraits dans notre émission Civis Pacem. Alors d'abord, je tiens bien sûr à l'en remercier et maintenant nous allons commencer par le début de sa conférence. Donc moi je suis Olivier Pironnet, je suis journaliste au Monde diplomatique, plus précisément rédacteur documentaliste sur le mensuel, et puis je suis chef d'édition de Manière de voir, qui est le bimestriel thématique, donc on édite tous les 2 mois sur des thèmes ou des régions spécifiques. D'ailleurs dans ce cadre, on a publié il y a maintenant 2 ans, enfin 1 an et demi, un Manière de voir sur la Palestine, dont vous pourrez trouver quelques exemplaires ici, que j'ai co-dirigé avec mon collègue Akram Belkaïd, et qui revient sur l'histoire du conflit israélo-palestinien à travers différentes dimensions, la dimension évidemment historique, mais la dimension idéologique, territoriale. Je me suis rendu, donc je viens ici parce que j'ai fait un reportage en septembre, puisque je me suis rendu à Gaza en juin pour une dizaine de jours. Donc j'y étais déjà allé. Alors moi ça fait à peu près 22 fois que je vais en Palestine depuis l'année 2001. Donc je connais assez bien, je pense. En revanche, je connais moins bien Gaza. Je m'y intéresse de très très près, mais j'y suis allé. Donc ça faisait la 2e fois. J'y suis allé en 2001. À l'époque, il y avait encore les colonies et l'occupation israélienne, qui n'a pas cessé, mais qui se décline sous d'autres formes aujourd'hui. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de dresser un état des lieux de la situation à Gaza. Une situation catastrophique, puisque c'est un territoire, un petit territoire, un très mince territoire. C'est à peu près 365 km², c'est-à-dire 40 km de large sur entre 8 et 12 km, 340 km de long et entre 8 et 12 km de large, qui vit en vase clos et qui est soumis à un blocus implacable depuis l'année 2006 et qui a été renforcé en 2007. Donc, si vous voulez, je me propose de faire un petit aperçu historique. Je voudrais juste rappeler qu'aller à Gaza, ça n'est pas une sinécure, c'est très difficile, évidemment, puisque les Israéliens qui contrôlent l'espace aérien, terrestre, maritime de Gaza n'autorisent que certaines personnes pour accéder à Gaza, c'est-à-dire les humanitaires, les diplomates, les membres des grandes ONG et des organisations internationales comme l'ONU, et puis certains journalistes. Donc il y a toute une série de procédures à respecter pour pouvoir y entrer. De l'autre côté, du côté gazaoui, donc la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas. C'est pas évident non plus. C'est assez compréhensible dans la mesure où on sait que certains journalistes occidentaux ont fourni des informations et des renseignements à l'armée israélienne. Donc du coup, les autorités gazaouis sont très méfiantes à l'égard des étrangers et notamment des occidentaux qui sont désireux de se rendre sur le territoire. Donc je vais faire je vais brosser un portrait rapide de la bande de Gaza depuis, on va dire, le plan de partage de 47, plan de partage foncièrement inégalitaire, qui a été voté par l'ONU le 29 novembre 1947, et donc qui accorde 55% aux Juifs installés à l'époque. On ne parle pas encore d'Israéliens, on parlera d'Israéliens lorsque sera créé l'État d'Israël, le 15 mai 1948, le 14 mai exactement. Et puis vous avez le lendemain, le 15 mai, l'entrée en guerre des légions arabes qui évidemment récusent et rejettent ce plan
Donc la bande de Gaza, c'est, comme je vous l'ai rappelé, un tout petit territoire, c'est très étroit, c'est 365 kilomètres carrés, à comparer avec la Cisjordanie. Aujourd'hui, la Cisjordanie, c'est à peu près 5000 kilomètres carrés. En gros, ça correspond à la superficie de la Seine-et-Marne, donc c'est déjà assez petit. La bande de Gaza, c'est vraiment un territoire très étroit, c'est une langue de terre. Cette bande de Gaza, elle reçoit en 1948, elle accueille à peu près 200 000 réfugiés. À l'époque, on a 80 000 habitants dans la bande de Gaza, et elle accueille à peu près 25% des réfugiés, sachant que vous avez 800 000 Palestiniens qui seront expulsés par les milices juives puis israéliennes à l'issue de la guerre de 48-49. Donc, il y a eu un bouleversement démographique fondamental dans la bande de Gaza. La plupart des réfugiés sont issus des localités, des communes, des villages environnants, voisins. Et donc, vous avez, on passe de 80 000 habitants à 200 000 habitants. Puis, donc, la bande de Gaza est administrée par l'Égypte, en vertu des accords qui ont été passés entre les Israéliens, les Britanniques, qui auparavant dominaient la région. Et en 1956, vous avez une série de massacres qui seront commis par les Israéliens dans cette même bande de Gaza, par centaines. Vous avez des familles qui seront exterminées à Khan Younes, à Gaza, à Rafah. En 1967, évidemment, à l'issue de la guerre des 6 jours, Israël s'empare de la bande de Gaza, s'empare de Jérusalem-Est, s'empare de la Cisjordanie, s'empare aussi du Golan, s'empare aussi du Sinaï, que les Israéliens restitueront à l'issue des accords de Camp David qui seront signés en 78-79. Donc, à partir de 67, la bande de Gaza est occupée militairement par l'armée israélienne. Il y aura la bande de Gaza, c'est un foyer de résistance. Donc, les Fédayines sont très, très actifs dans la bande de Gaza. Et on peut dire que la résistance gazaoui sera matée en 71 par, à l'époque, celui qui commande l'armée israélienne à Gaza, c'est-à-dire Ariel Sharon, qui sera ensuite le ministre de la Défense et plus tard le Premier ministre d'Israël. Vous avez déjà à cette époque une première clôture de sécurité qui est érigée tout autour de la bande de Gaza. Dès l'origine, dès les débuts, les Israéliens ont en ligne de mire cette bande de Gaza, puisque c'est un foyer de résistance très important, que beaucoup de Fédayines sont actifs. Puis vous avez ensuite, évidemment, des mouvements de résistance au cours des années 70. En 87, il ne faut jamais oublier que la première intifada, c'est ce mouvement, ce soulèvement populaire qui va engager tous les différents secteurs de la société palestinienne, est déclenché à Gaza. Il est déclenché au début de l'année du décembre 87. Donc ça part de Gaza et ça s'étend à la Cisjordanie. Dans la foulée est créé le Hamas, mouvement de la résistance islamique, qui existait déjà sous une autre forme, moins politique, et qui avait été créé en 74, et donc qui prend le nom de Hamas, mouvement de la résistance islamique. Puis vous avez les accords d'Oslo qui sont signés en septembre 93. Encore une fois, Gaza se retrouve au centre de toutes les intentions. Et d'ailleurs, vous avez un module, un des textes fondamentaux des accords d'Oslo qui s'appelle Gaza d'abord, donc qui préconise le retrait des Israéliens de la bande de Gaza. C'est chose faite en 94 avec l'arrivée de Yasser Arafat qui s'était réfugié à Tunis, après avoir été expulsé avec l'OLP du Liban en 82. Et puis, donc, évidemment, le processus de paix se déroule de façon très problématique, puisque les Palestiniens, auxquels on avait promis un État à partir de mai 1999, ne verront jamais cet État. Ils seront conscients d'avoir été victimes d'un marché de dupes par les Israéliens et par les Américains. Et en 2000, le 29 septembre 2000, est déclenchée la deuxième intifada qui prendra fin avec l'accession au pouvoir de Mahmoud Abbas en janvier 2005, qui va siffler, si je puis dire, la fin de la partie en disant l'intifada c'est fini. C'est comme Napoléon en 99 qui dit la révolution c'est fini. Abbas signe la fin de la partie. Seulement il y a encore un mouvement de résistance qui continue à Gaza. Puis vous avez un événement très important en 2006, puisque le Hamas,
qui est donc, je rappelle, un mouvement islamiste, remporte les élections législatives. Il les remporte largement, malgré une loi électorale élaborée par Mahmoud Abbas pour défavoriser le Hamas, avec un redécoupage électoral, un système à la proportionnelle et un système par circonscription. Le Hamas l'emporte largement. Il y avait eu déjà un premier signal en 2005 avec la large victoire du Hamas aux élections municipales, notamment qui remporte en Cisjordanie même, qui remporte les grandes villes de Naplouse et de Jénine, et qui, à Gaza, va remporter 7 des 9 mairies en lice. Donc à l'issue de cette victoire parlementaire du Hamas, qui a été d'ailleurs vécue comme un traumatisme par la communauté internationale, laquelle auparavant avait salué la transparence du scrutin en Palestine, avait dit que ça s'était déroulé dans les meilleures conditions possibles. Hillary Clinton avait salué la bonne tenue de ces élections, et c'est la sidération du côté des Occidentaux, du côté des Américains, du côté des Européens, mais pas du côté des Israéliens, qui savaient très bien que le Hamas était monté en puissance sur le plan politique et sur le plan électoral. Donc c'est la sidération, et du coup on décide de mettre en place un embargo pour punir le Hamas de l'avoir emporté, et pour punir la population de Gaza d'avoir voté pour le Hamas aux dépens du Fatah, qui jusqu'alors dominait la vie et la scène politique palestinienne, mais qui a été victime, en tout cas qui a été l'objet de critiques très importantes, notamment parce qu'il y avait une corruption généralisée qui s'était installée au sein de l'appareil palestinien et dans la société palestinienne. Donc le Hamas l'emporte. En 2007, donc, excusez-moi, j'ai fait un raccourci, donc, à la suite de la victoire législative du Hamas, devant la pression exercée par les Occidentaux, le Hamas se décide à former un gouvernement d'union nationale avec le Fatah pour complaire aux exigences occidentales. Donc il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué, notamment devant les réticences du Fatah, qui n'a jamais reconnu la victoire du Hamas. Et puis en juin 2007, le Hamas, en prévention d'un coup d'État qui a été fomenté et préparé par le Fatah, avec l'appui financier des Américains. Les Américains ont injecté 40 millions de dollars pour financer une force chargée de renverser le gouvernement du Hamas. À l'époque, cette force, elle était dirigée par Mohamed Dahlan, qui est un personnage très important, qui avait constitué une force de 2000 hommes quasiment. Eh bien, le Hamas l'emporte, fait une sorte de contre-coup d'État et s'empare de la totalité du pouvoir dans la bande de Gaza et chasse, si je puis dire, alors pas forcément physiquement mais politiquement, chasse l'autorité, donc gouvernée par le Fatah, de la bande de Gaza. Le blocus sera renforcé par les Israéliens et par la communauté internationale. L'Égypte va collaborer à ce blocus. C'est un blocus qui est total, un blocus maritime, aérien, terrestre. Aujourd'hui, alors je vais vous citer quelques chiffres. Donc vous avez ensuite évidemment ce que j'ai oublié de rappeler, c'est qu'au moment où il y avait des tractations entre le Fatah et le Hamas pour constituer un gouvernement d'union nationale, eh bien au moment où on arrivait peut-être à un accord, eh bien les Israéliens lancent 2 séries d'opérations qui feront à peu près 160 morts du côté gazaoui pour faire capoter ces tractations entre les 2 mouvements. L'idée pour les Israéliens, évidemment, c'est de diviser territorialement, diviser politiquement, diviser même culturellement et même idéologiquement ces 2 entités que sont la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et évidemment, pour les Israéliens, l'idée d'une réunification du mouvement national palestinien est une aberration, ça ne peut pas avoir lieu. Cette chanson en Palestine. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Karim. C'est une chanson d'un enfant qui pleure Palestine. C'est une chanson pour une femme qui meurt dans les rues. C'est une chanson pour un homme qui cherche le sling. C'est une chanson pour un cœur qui crie Palestine. حبك ساكن في قلبي
ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. C'est une chanson d'un enfant qui pleure Palestine. C'est une chanson pour une femme qui meurt dans les ruines. C'est une chanson pour un homme qui cherche le spleen. C'est une chanson pour un cœur qui crie Palestine. Give me the truth of God's queen, oh Palestine. Freedom and peace and not between. وين الملايين darling be passion believe in Palestine. Darling be passion believe in Gaza Palestine. Give me the truth of God's queen. No Palestine. Freedom and peace and not between. Win الملايين. Darling be patient and believe in your Palestine. Darling be patient and believe in Gaza Palestine. حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. C'est une chanson pour toutes les victimes. C'est une chanson d'amour, vivra ça la civile. C'est une chanson qui crie Win الملايين. C'est une chanson d'espoir. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, يا كريم يا الله يا الله يا Ya كريم Allah, ya Karim. يا الله يا الله my God يا كريم. Nous continuons notre émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire avec des extraits de la conférence du journaliste Olivier Pironnet à la Sorbonne le 22 octobre 2019. Journaliste au monde diplomatique, Olivier Pironnet a dirigé le dossier de manière de voir du monde diplomatique sur la Palestine et il a publié en septembre 2019 un article très intéressant dans le mensuel sous le titre « À Gaza, un peuple en cage ». Alors, au cours de sa conférence, Olivier Pironnet a fait un état des lieux de la situation des Palestiniens à Gaza depuis la Nakba de 1948 et il parle maintenant d'une période beaucoup plus récente. Donc, je vais juste rappeler les différentes guerres qui ont eu lieu. Donc, vous avez en 2006, donc les Israéliens lancent plusieurs opérations. Vous avez ensuite, en 2008-2009, les Israéliens lancent une opération qui durera entre décembre 2008 et janvier 2009, qui fera à peu près 1500 morts. En 2012, rebelote, les Israéliens lancent une autre opération militaire, évidemment pour mettre à bas le gouvernement du Hamas, qui fera plusieurs centaines de morts. En 2014, vous avez la guerre de l'été 2014, qui fera plus de 2200 morts, dont 500 enfants. Parmi la population civile. Donc les Israéliens tentent évidemment de mettre à genoux la bande de Gaza, de mettre à genoux le gouvernement du Hamas, de mettre à genoux la population qui a voté pour le Hamas, même si aujourd'hui évidemment les avis sont très partagés et qu'il y a beaucoup de critiques qui sont émises à l'encontre du Hamas. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où la bande de Gaza, comme l'avaient dit les Nations Unies en 2012, la bande de Gaza sera invivable. En 2012, c'est un rapport des Nations Unies qui le soulignait, avait dit en 2012, la bande de Gaza, en 2020, la bande de Gaza sera invivable. C'est les autorités des Nations Unies qui l'ont déclaré. Elles sont revenues sur leurs propos en 2017 en expliquant qu'on était déjà arrivé à cette échéance fatale, tragique. Et aujourd'hui, évidemment, donc, vous avez une situation catastrophique. Alors moi, j'y étais allé en 2001. À l'époque, il y avait encore les colonies.
Donc j'ai oublié de revenir sur le démantèlement des colonies. En 2005, vous aviez à peu près, après la conquête du territoire gazaoui en 67, est lancé un mouvement de colonisation. C'est aussi le cas en Cisjordanie. Un mouvement de colonisation est lancé et les colonies sont construites dans la bande de Gaza. Et en 2004, Ariel Sharon, qui est à l'époque le Premier ministre d'Israël, décide de démanteler les colonies qui abritent environ 8000 colons, protégés par 3 fois plus de soldats. Ces colonies, elles occupent à peu près 30% du territoire gazaoui. Elles permettent aussi de quadriller le territoire gazaoui, de le diviser en 3 parties. Ces colonies sont démantelées en août-septembre 2005 dans une atmosphère de quasi-guerre civile. Donc tous les colons d'ailleurs seront relogés en Cisjordanie. Ce sont parmi les plus violents des colons. Et donc à la suite de cette évacuation, les Israéliens vont étoffer la clôture de sécurité qu'ils ont construite en 71, qui sera renforcée en 94 en plein processus de paix. On va diviser la ville de Rafah en 2. On va ériger un mètre de 7 mètres de haut. La ville de Rafah, elle se situe au sud de la bande de Gaza. C'est une localité qui est à la fois palestinienne et égyptienne. Alors, à vrai dire, elle avait déjà été divisée par les Britanniques à l'époque du mandat britannique. Je vous rappelle que le mandat britannique, il dure jusqu'en 1948. Ils reçoivent un mandat des Nations Unies en 1922. Ils sont déjà implantés en Palestine puisqu'ils conquièrent la Palestine, les Britanniques, en 1917. Ils reçoivent un mandat des Nations Unies en 1922 et ils évacuent précipitamment la Palestine en 1948. Et donc, ils ont découpé déjà la bande de Gaza et ils ont découpé notamment la ville de Rafah en 2. À l'issue de cette conquête de Rafah par Sharon, la ville sera progressivement divisée et en 1994, ils érigent un mur qui va diviser les familles, qui va diviser des clans entiers, des clans familiaux. Donc je vais revenir un peu sur les chiffres. Alors je vais essayer de ne pas trop vous assommer en termes de chiffres, mais c'est assez édifiant. Donc la bande de Gaza, c'est à peu près 2 millions d'habitants, dont 60 à 70% de réfugiés, contre 26% en Cisjordanie. Vous avez 8 camps de réfugiés dans la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 1948, vous aviez 80 000 habitants et qui ont vu l'afflux de 200 000 réfugiés, issus pour la plupart des communautés environnantes, des villes voisines. Donc la ville de Gaza elle-même, la ville de Gaza qui est très importante, elle passe de 35 000 habitants à 170 000 habitants. Les Palestiniens à l'époque, pour la plupart, c'est 95% des paysans. Donc c'est des gens qui sont attachés à leur terre, la terre pour laquelle ils luttent aujourd'hui parce que c'est une question de dignité, c'est très important. L'identité palestinienne, elle est liée à la terre. C'est un peuple de paysans. Et donc c'est un peuple de paysans qui a été urbanisé par la force, à la faveur des circonstances et à la suite des expulsions dont ils ont été victimes. Donc aujourd'hui, vous avez, d'après les chiffres de la Banque mondiale, encore une fois, vous avez plus de 55% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 10% en Cisjordanie. D'après le ministère du Développement social gazaoui, selon les chiffres que j'ai pu obtenir, des chiffres qui datent donc d'octobre de 2019, le ministère du Développement social part de 70% de pauvres. Vous avez 80% de la population qui est en état d'insécurité alimentaire, ça c'est les chiffres des Nations Unies, c'est-à-dire 80% de la population reçoit une aide alimentaire de la part des Nations Unies. Vous avez un taux de chômage qui s'élève officiel, qui s'élève à 55%, dont 70% pour les jeunes et 85% pour les femmes, alors même que c'est une des populations les plus éduquées, les plus instruites, les plus développées, les plus diplômées du monde arabe. C'est là où on trouve le plus de diplômés par habitant en Palestine, même plus que le Liban, par exemple, dont je salue en ce moment l'action de contestation. Donc c'est un record sur la planète, on n'a jamais vu ça. Vous avez 75% des salariés du privé qui gagnent moins de 350 € par mois.
1 million de personnes qui vivent avec moins de 3,5 $ par jour. Ensuite, donc, j'ai parlé du blocus qui a été mis en place par les Israéliens à partir de 2006-2007. Alors, il faut savoir qu'ils ont mis en place une clôture qui se décline sous différentes formes. C'est un entrelac de murs, de clôtures, de barbelés, de murs en béton, de murs avec des capteurs électriques. C'est très impressionnant. Tout ce système, donc ils ont mis aussi en place ce qu'ils appellent une no-go zone, une zone d'exclusion militaire qui grignote à peu près 25% du territoire gazaoui. Le territoire gazaoui qui, d'après les Nations Unies, est toujours occupé. Donc quand les Nations Unies parlent de territoire occupé, c'est valable aussi pour la bande de Gaza, malgré le retrait en grande pompe de 2005, le retrait militaire des Israéliens, qui continue donc de dominer et d'occuper la bande de Gaza. Donc ce système de barrières, de clôtures, envahit 35% des terres agricoles gazaouis, sachant que l'économie gazaoui, elle repose essentiellement sur l'agriculture et sur l'industrie piscicole, sur la pêche. C'est évidemment dramatique pour les Palestiniens. Et évidemment, vous avez 85%, là j'y reviendrai, vous avez 85% des zones de pêche qui sont inaccessibles aux pêcheurs gazaouis, qui il y a encore quelques années étaient 10 000, et qui font vivre à peu près 35 000, 40 000 personnes, des familles entières, et qui, en raison des restrictions imposées par les Israéliens, ont disparu. C'est documenté par des organisations palestiniennes, mais également par des organisations israéliennes, que je cite dans le reportage, dans cette enquête. Donc voilà, la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, c'est un territoire ravagé, donc tous les secteurs sont touchés, il y a une véritable crise humanitaire. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand
set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. And deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day. Après cette chanson de Roger Waters, ancien membre du groupe des Pink Floyd, cette chanson qui a été écrite d'ailleurs en 2014, elle chante la Palestine libre. Alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous continuons d'ailleurs à écouter le journaliste du Monde Diplo, Olivier Pironnet. Olivier Pironnet a donné une conférence le 22 octobre 2019 à la Sorbonne, à l'invitation des étudiants du Café Diplo Sorbonne. Olivier Pironnet revient de Gaza et il fait un état des lieux sur la situation dramatique des Gazaouis. Il nous parle notamment de tous les besoins vitaux qui manquent justement à Gaza et il nous parle maintenant de l'eau. Alors il y a 5% d'eau potable seulement, contre 93% en Cisjordanie. Les nappes phréatiques, vous avez en fait dans la région, vous avez 5 nappes phréatiques. Vous avez 2 nappes phréatiques en Cisjordanie, vous en avez 3 exactement, 2 en Cisjordanie et une qui est commune à Israël et à la Cisjordanie. Il faut savoir que les Israéliens pompent l'eau qui se trouve sous les sols palestiniens. Ça, c'est contenu dans les accords d'Oslo, les accords de paix signés entre 93 et 95. Alors, juste, je fais une petite digression par rapport à la Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a évidemment, donc, comme je vous ai dit, une immense nappe phréatique. Cette nappe phréatique, elle sert à alimenter en ressources hydriques les colons, mais aussi une partie de la population israélienne. C'est une des raisons pour lesquelles on pense que les Israéliens ne lâcheront pas de sitôt la Cisjordanie, puisqu'il y a des intérêts géostratégiques, des intérêts hydrauliques. Le Golan, qui a été annexé récemment et dont l'annexion a été reconnue par les Américains, c'est une immense réserve d'eau. L'eau, c'est un enjeu majeur, c'est l'or bleu dans la région. Donc ce n'est pas par hasard que les Israéliens ont décidé de conquérir la Cisjordanie en 67. Il faut aussi savoir qu'à l'origine, dans les plans qui avaient été élaborés par Ben Gourion et Weizmann, il s'agissait aussi le Grand Israël, en tout cas une partie du Grand Israël, puisque le Grand Israël va jusqu'en Mésopotamie, mais une partie du Grand Israël devait aussi inclure la partie du Liban qui va jusqu'au fleuve Litanie. Donc ce n'est pas pour rien que les Israéliens ont envahi le sud Liban dans les années 70, puis ça n'a pas commencé en 82, ça a commencé en 78, parce qu'ils voulaient sécuriser cette région qui est également très riche en eau. Donc cette nappe phréatique en Cisjordanie très importante, il y en a une également à Gaza, les colons ont largement puisé dedans, l'ont polluée, et aujourd'hui elle est polluée à 95%. Donc il n'y a pas d'eau potable à Gaza, et en plus on sait très bien que les Israéliens continuent avec des pesticides à polluer les nappes phréatiques, puisque aussi dans la partie qu'ils ont mise en place, qu'ils ont dessinée, la no-go zone, ils pratiquent une politique d'épandage de pesticides, qui est dénoncée évidemment par les organisations environnementales, mais aussi par les Nations Unies. Donc voilà. Ensuite, vous avez, alors évidemment, la question de l'électricité. En 2006, lorsque les Israéliens mènent cette première opération punitive à l'égard de la bande de Gaza après l'accession au pouvoir du Hamas, ils lancent une opération et ils vont détruire la plus grande centrale électrique palestinienne qui se trouve au milieu de la bande de Gaza. Et donc depuis, les Palestiniens sont contraints de se fournir en combustible auprès des Israéliens.
donc ils leur revendent le combustible. Cette centrale électrique, elle ne peut tourner qu'à 20% de ses capacités. Donc les Palestiniens, les Gazaouis ont connu à plusieurs reprises des crises énergétiques majeures, avec pendant 2 ans seulement 3 heures d'électricité par jour. Ça veut dire rien. Ça veut dire que vous ne pouvez rien garder au frigo, vous ne pouvez rien garder, vous ne pouvez pas faire tourner aucun appareil. Donc c'est extrêmement dramatique. Vous avez également, en raison toujours du blocus, une pénurie de médicaments. Vous avez plus de générateurs dans 16 cliniques, 3 grands hôpitaux qui sont incapables d'effectuer plus de 200 opérations par jour. Vous avez également, évidemment, une conséquence de ce blocus, une crise économique majeure, et puis un endettement massif des Gazaouis. S'ajoute à cette crise économique et à cet endettement, à cette crise financière, les mesures punitives qui ont été mises en place par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de Cisjordanie. Comme vous le savez, il y a une rivalité foncière, fratricide, entre le parti de Mahmoud Abbas, le Fatah, qui est un parti nationaliste, laïque, entre guillemets, et le Hamas. C'est une rivalité qui ne date pas d'avant-hier, une rivalité profonde. Et en guise de mesures punitives, pour punir à la fois le Hamas, et en guise de mesures de rétorsion et pour punir aussi la population, l'autorité palestinienne qui possède encore, qui rémunère des fonctionnaires dans la bande de Gaza, à peu près 50 000 fonctionnaires, a décidé de réduire leur salaire de 30 à 50% en 2017. Et entre 2017 et mi-2018, eh bien, les fonctionnaires n'avaient quasiment aucun salaire, évidemment. Ces fonctionnaires font vivre énormément de familles, sachant que les familles gazaouis sont très nombreuses. Le taux de fécondité, si je ne me trompe pas, à Gaza est de 3 et quelques ou 4 et quelques enfants par femme. Donc, vous imaginez les conséquences économiques et sociales de ces mesures, de cette politique de rétorsion. Le Fatah qui reçoit l'assentiment de la communauté internationale, parce que ce n'est pas un parti islamiste, le Fatah exige le démantèlement du Hamas, exige le désarmement du Hamas et exige de pouvoir contrôler à nouveau les postes frontaliers, puisque en fait vous avez dans la bande de Gaza, auparavant vous aviez 5 postes frontaliers destinés aux personnes et aux marchandises. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Alors, j'ai oublié de rappeler que la bande de Gaza, c'est, en termes de densité de population, c'est le 2e pays du monde, je crois, puisque c'est 5000 habitants au kilomètre carré. C'est énorme. Vous avez dans le camp de Jabalia, par exemple, le camp de Jabalia qui se trouve au nord de la bande de Gaza, qui se trouve au nord de Gaza City. En fait, on dit... Alors, dans la bande de Gaza, vous avez les différentes localités. Vous avez Gaza, vous avez Beth Hanoun, vous avez Rafah, vous avez Deir el-Balah, et puis vous avez Gaza City, ce qu'ils appellent Gaza City, Gaza. Et à côté de cette bande de Gaza, vous avez Jabalia, la ville de Jabalia, qui abrite aussi un camp de réfugiés, 100 000 réfugiés au kilomètre carré. Donc c'est énorme. Sur 1,5 km, pardon. 1,5 km². C'est énorme. De l'autre côté, en Cisjordanie, c'est le camp de Balata qui correspond à la plus grande densité de population. C'est à peu près 30 000 habitants au kilomètre carré. À Gaza, c'est 3 fois plus. Donc c'est énorme. Donc imaginez quand même que cette population, elle vit sur un petit espace qui en plus est grignoté petit à petit, dont 25%, 30% sont grignotés par l'armée israélienne qui contrôle tous les accès. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs accès. Aujourd'hui, vous en avez 2 qui sont en service, si je puis dire. Vous avez au nord l'accès de Beth Hanoun, Erez. Donc, c'est là où je suis passé. Quand je suis entré dans la bande de Gaza, je suis passé par Erez. Et puis, vous avez au sud Kerem Shalom, c'est plus pour les marchandises. Et donc, ce sont les 2 seules portes de sortie. C'est ce qui permet à la bande de Gaza de respirer. Il y a eu des périodes où tout était fermé, où la bande de Gaza ne pouvait compter que sur elle-même et compter notamment sur les tunnels qui ont été construits, notamment dans la partie méridionale du territoire, donc au sud de la bande de Gaza. Ces tunnels qui servaient essentiellement à
alimenter la bande de Gaza en marchandises diverses et même parfois en bestiaux, puisqu'il y avait, on sait qu'il y a des vaches, des chèvres qui ont été, qui ont été acheminées depuis l'Égypte vers la bande de Gaza et même des voitures. Il y avait des tunnels assez immenses, des galeries très importantes. 80% ont été détruits par l'Égypte et par Israël. L'Égypte qui collabore au blocus israélien. Alors, moi j'entends souvent et je lis souvent dans la presse le terme blocus israélo-égyptien. C'est faux, c'est comme pour dédouaner quelque part ou pour minimiser la responsabilité israélienne. C'est faux, l'Égypte a été tenue, a été obligée, elle a subi une injonction de la part des Israéliens et de la part des Américains. Je vous rappelle que l'Égypte reçoit chaque année entre 1 et 2 milliards de dollars de la part des Américains. Donc elle a été tenue de collaborer à ce blocus. Elle l'a fait bon gré mal gré. À l'époque, c'était sous Moubarak. Il y a eu un petit intermède à l'époque Morsi, qui a été élu à l'issue de la révolution de 2011, qui a été renversé en 2013. Il y a eu un petit intermède, donc le blocus a été allégé du côté égyptien, et puis il a été renforcé avec l'accession au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi, qui collabore allègrement et bien volontiers au blocus. Et d'ailleurs, qui est en très bons termes avec l'armée israélienne et le régime israélien. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille
et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Une illusion. Une illusion. حزن في قلبي حزن في قلبي حزن في قلبي. En 2014, le musicien-rappeur Kerry James chantait pour la Palestine avec le cœur et la raison au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Aujourd'hui, la situation dans la bande de Gaza est pire qu'en 2014. Olivier Pironnet, journaliste au Monde diplomatique, a fait un état des lieux dans la conférence qu'il a donnée à la Sorbonne le 22 octobre 2019. Et comme il nous a donné l'autorisation d'en diffuser des extraits dans notre émission Civis Pacem de l'Union pacifiste, je vous invite à écouter la suite de sa conférence. Aujourd'hui, donc, on a le sentiment que le mouvement politique, le mouvement national palestinien est dans une impasse, il est foncièrement divisé. Beaucoup de Palestiniens regrettent cette division. Beaucoup de Palestiniens également en appellent à un renouvellement générationnel. Beaucoup de Palestiniens rejettent à la fois le Fatah et le Hamas, rejettent les pontes de l'OLP, rejettent la classe politique palestinienne, qu'ils accusent de s'enrichir, qu'ils accusent d'être corrompus, qu'ils accusent d'avoir galvaudé l'idéal qui était le leur dans les années 60. Et vous avez d'ailleurs des mouvements de jeunes, notamment des mouvements de jeunes qui ont été lancés aussi à Gaza, qui critiquent à la fois le Fatah et le Hamas. Vous avez dans la bande de Gaza récemment un mouvement qui a été lancé au début de l'année, qui s'appelle Bidnan Aish, Nous voulons vivre, et donc qui critique le Hamas et qui dénonce les conditions de vie très difficiles, qui dénonce aussi la corruption du Hamas. Il faut savoir que le Hamas, quand il a été élu sur sa probité, sur son intégrité, contrairement au Fatah, qui était accusé de corruption. Alors on dit souvent que Yasser Arafat, qui est donc l'ancien chef du Fatah et l'ancien président palestinien, lui-même n'était pas corrompu, mais avait laissé
la corruption s'installer, pour mieux, pour mieux contrôler son entourage, pour mieux contrôler ses rivaux. De fait, le Fatah a été sous les critiques, sous le feu des critiques palestiniennes. Il y a eu des mouvements de révolte au début des années 2000 contre le Fatah, dans la bande de Gaza notamment. Et aujourd'hui, les Palestiniens se trouvent dans une impasse. Ils sont maintenant très sceptiques vis-à-vis des acteurs internationaux. Donc c'est là où je voulais en venir, la deuxième partie. Tu m'arrêtes si je fais trop long. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les Américains, donc avec l'accession de Trump au pouvoir, on a insisté quand même à un revirement de la position américaine vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis du régime de Tel Aviv. Jamais une administration américaine n'a été aussi proche des positions de l'extrême droite et de la droite radicale israélienne, puisqu'ils soutiennent la colonisation. Il ne faut pas oublier quand même que Trump et son gendre Jared Kushner soutiennent financièrement la colonisation. C'est un fait notoire. Ils ont décidé, donc en décembre 2017, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ils ont décidé de reconnaître l'annexion du Golan en 1967 par Israël. Donc ils ont décidé de reconnaître cette souveraineté israélienne. Ils tentent aujourd'hui de détruire le statut de réfugié pour les Palestiniens, ce statut qui leur a été conféré par les Nations Unies en 1949 en vertu d'une résolution. Et donc aujourd'hui, les Américains ont arrêté de financer et de subventionner l'UNRWA. Il l'a subventionné à hauteur de 350 millions de dollars par an. Je crois que c'était 35% de leur budget. Leur but, c'est d'abolir le statut de réfugié pour les Palestiniens. C'est un statut qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Alors c'est pas un statut, c'est pas un cas unique et isolé, puisque c'est la même chose par exemple pour les Afghans. J'ai pu lire dans un article d'Alain Frachon du Monde un jour que les Palestiniens possédaient un privilège presque éhonté. Or, il se trouve que ce statut qui se transmet de génération en génération n'est pas propre aux Palestiniens, c'est un statut qui a été défini par les Nations Unies. Donc l'enjeu pour les Américains, c'est de mettre à genoux toute revendication, le peuple palestinien. Donc c'est dans ce cadre qu'ils ont préparé un nouvel accord. Ils appellent ça le deal du siècle. Alors c'est évidemment, ça correspond bien à l'esprit trumpien, c'est-à-dire c'est un deal, c'est donnant-donnant, c'est un businessman. Donc ce deal du siècle, il a été évoqué déjà au début de l'année 2018. On a eu des fuites, et puis en mai 2019, on a eu un journal qui s'appelle Israel Hayom, qui en a évoqué les grandes lignes dans le détail. Donc ce plan, donc, il envisage la création d'une nouvelle entité qui s'appellerait New Palestine. Évidemment, l'administration américaine rejette la solution à deux États, pour laquelle milite l'Union européenne, pour laquelle milite la communauté internationale, pour laquelle milite beaucoup d'associations de soutien à la Palestine. Donc cette entité s'appellerait New Palestine. Évidemment, ce serait une entité duale, puisqu'il y aurait d'un côté une sorte de Fatastan et de l'autre côté une sorte de Hamastan, l'idée étant d'empêcher toute réunification politique et territoriale entre la Cisjordanie et Gaza. J'inclus Jérusalem-Est dans la Cisjordanie. Donc ce plan reconnaît le contrôle total d'Israël sur la zone C en Cisjordanie. Alors brièvement, je vous rappelle que la Cisjordanie, elle est divisée en 3 zones, c'est hérité des accords d'Oslo, la zone A, la zone B, la zone C. La zone A, c'est la zone qui est en théorie contrôlée entièrement par l'autorité palestinienne. Elle correspond aux grandes localités, Ramallah, Bethléem, Jénine, Naplouse, etc. Je dis en théorie puisque les Israéliens, évidemment, ils font des incursions quasiment quotidiennement. Ensuite, vous avez la zone B qui correspond à peu près à 22%
Donc cette zone A, elle correspond à peu près à 10% de la Palestine historique. Vous avez ensuite 18%, pardon. Vous avez ensuite la zone B, c'est une zone mixte, donc qui est gérée sur le plan sécuritaire par l'armée israélienne et sur le plan civil, les services municipaux, la voirie, par l'autorité palestinienne. Ce sont les villages environnants, les villages qui se trouvent dans l'orbite des grandes localités palestiniennes. Et puis vous avez ensuite la zone C. Cette zone C, c'est 60% de la Cisjordanie. C'est la zone où se trouvent toutes les colonies israéliennes, qui sont au nombre de 350 et qui regroupent, en incluant Jérusalem-Est, qui regroupe près de 700 000 colons au milieu de 3 millions de Palestiniens et contrôlés avec un système de maillage du territoire par environ 600 checkpoints. Sur ce petit territoire que représente la Cisjordanie, qui encore une fois correspond à la Seine-et-Marne. Donc ça, le fameux plan de paix américain l'entérine, cette domination, cette hégémonie totale israélienne. Ensuite, vous avez donc le plan, évidemment, envisage la continuation de la coopération sécuritaire entre la police palestinienne de Cisjordanie et l'armée israélienne, qui permet aussi de mater toute forme de résistance en Cisjordanie. Cette coopération sécuritaire entre la police palestinienne et l'armée israélienne, elle n'existe évidemment pas à Gaza, puisque Gaza est un territoire, on va dire, qui n'est pas occupé, en tout cas en son sein, en son cœur, par l'armée israélienne, même si, évidemment, comme je vous l'ai rappelé, les Israéliens sont présents en mer, dans l'air. Vous avez en permanence, quand j'y suis allé, vous avez en permanence des drones, vous avez des avions de chasse, vous avez des frégates qui sont à 3 km, 4 km, et vous avez les tanks et les chars de l'autre côté. Donc c'est une occupation, mais en tout cas, il n'y a pas la coopération sécuritaire honteuse et dénoncée par la totalité quasiment de la population palestinienne. Alors ensuite, évidemment, cette coopération sécuritaire, d'après le plan conçu par Trump et son gendre, cette coopération sécuritaire, ce sera évidemment payant. C'est-à-dire que les Palestiniens devront payer pour ces services sécuritaires rendus aux Palestiniens. La question de Jérusalem, question centrale, Jérusalem sera donc la capitale d'Israël et de la nouvelle Palestine, mais elle sera évidemment sous administration israélienne. Et les Palestiniens devront payer pour les services municipaux octroyés par les Israéliens aux Palestiniens. Alors, il faut savoir que quand le plan a été révélé, les Saoudiens, qui évidemment appuient ce nouveau plan, les Saoudiens qui sont alignés sur Washington, ont offert 10 milliards de dollars à Abbas pour accepter ce plan. Abbas, qu'on peut évidemment critiquer pour sa complaisance à l'égard des Israéliens, l'a refusé. S'il l'avait accepté, ça aurait été une déclaration de guerre à l'égard de son peuple. Donc il a quand même refusé. Alors ensuite, venons-en à Gaza dans ce plan. L'idée pour les Israéliens et les Américains, c'est de mettre en place des zones industrielles, d'établir des zones industrielles et agricoles autour de Gaza, notamment dans le Sinaï. Donc le Sinaï, c'est le désert égyptien. C'est une sorte de maquis Doras, puisque l'idée de ce... Alors, il faut savoir que ce plan, qui s'appelle donc The Deal of the Century, n'a pas été officiellement publié. Il a été à chaque fois renvoyé au calendrier grec. Il devait l'être avant les élections israéliennes, après les élections israéliennes d'avril. Ensuite, ça a été repoussé après les élections israéliennes de septembre. Comme les Israéliens s'enlisent, comme vous le savez, aujourd'hui, Netanyahou a renoncé à former un gouvernement, faute d'une majorité suffisante. Donc il a laissé la main à Benny Gantz, son rival de blanc et bleu. Donc du coup, ça a été à chaque fois renvoyé, mais les Américains ont organisé en juin 2019 une conférence. Alors pour la petite anecdote, au départ, ça devait s'appeler une conférence, et puis, devant la réticence d'un certain nombre de pays, ils ont rétrogradé, en termes de nom, cette conférence en atelier, workshop. Donc ça s'est déroulé à Bahreïn, ça a duré 2 jours, étaient présents, alors la plupart des pays du Golfe, évidemment,
sauf le Koweït qui a refusé d'y participer. Le Koweït qui a été d'ailleurs salué par une petite manifestation de soutien dans la bande de Gaza. Le Liban aussi a refusé d'y participer. L'Irak a refusé d'y participer. Mais étaient présents, la plupart des pays arabes, étaient présents aussi des représentants de la FIFA, étaient présents un producteur de cinéma, étaient présents des tweetos américains qui ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient là. Je vous renvoie à un reportage génial de Amira Haas, qui est la plus grande journaliste israélienne de Haaretz, qui décrit un peu cette atmosphère surréaliste. Et donc, lors de cette, on va dire, conférence économique, donc a été dévoilé le volet économique de ce plan de Trump et son gendre. Donc, ça s'appelle Peace to Prosperity, donc la paix vers la prospérité. Donc, les Américains ont dévoilé leur plan, c'est-à-dire ils envisagent d'investir 50 milliards de dollars sur 10 ans afin de favoriser le développement économique de la Palestine. Ces 50 milliards de dollars, alors l'enveloppe évidemment ne sera pas entièrement destinée au territoire palestinien, 28 milliards sont destinés aux Palestiniens et 23, parce que c'est 51 exactement, 23 sont destinés aux Libanais, aux Égyptiens et aux Jordaniens, dans le cadre du développement économique de cette région. Ils ont conçu 179 projets économiques, notamment liés au tourisme, à l'éducation, au sport, etc., peut-être même au cinéma, je ne sais pas. Et ils promettent 1 million d'emplois pour les Gazaouis. L'idée, c'est de favoriser le développement et la vie quotidienne des Gazaouis. En contrepartie, les Gazaouis abandonnent toute forme de revendication et leurs droits politiques. En contrepartie, les Palestiniens abandonnent toute forme de revendication à l'indépendance, à l'autonomie, au droit à l'autonomie et tous leurs droits politiques. Et l'idée, comme l'a dit Jared Kushner, c'est le maître mot de Jared Kushner, c'est améliorer la vie quotidienne des Palestiniens, favoriser leur développement économique et consolider la sécurité d'Israël. Donc ce plan, il impose la seule concession qu'il demande à la partie israélienne, c'est de geler pendant 5 ans les constructions de colonies. Les Israéliens accepteront peut-être bon gré ou mal gré. Alors évidemment, ce plan, il a été rejeté par l'ensemble de la population palestinienne. Il a été accueilli avec beaucoup de perplexité par beaucoup de pays arabes qui le soutiennent du bout des lèvres, même les pays qui sont traditionnellement alignés sur Washington. Même alors le Qatar, évidemment, qui est en conflit avec l'Arabie Saoudite et avec l'administration américaine, mais avait envoyé quand même un représentant, un fonctionnaire de moindre rang, de rang inférieur, ne le soutient pas. Et alors, beaucoup de commentateurs, y compris dans la presse américaine, ont dit que ce plan était complètement hallucinant. Si je me souviens bien, même Amira Haas donc, a dit c'est comme laisser, placer un yacht sur un océan de sable. C'est-à-dire c'est dead on arrival, elle a dit. Donc c'est un plan mort-né. Seulement ce plan, il reçoit le soutien des Américains qui comptent bien dévoiler visiblement le volet politique. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et nous écoutons maintenant la conclusion que Olivier Pironnet, journaliste au Monde diplomatique, a donnée à sa conférence sur Gaza. Et voilà, et j'en viens à la dernière partie, c'est-à-dire les enjeux internationaux. On a abordé ce fameux Deal of the Century. Alors vous avez plusieurs acteurs évidemment qui sont partie prenante de la situation en Palestine et en particulier à Gaza. Vous avez les Américains qui sont aujourd'hui totalement alignés sur les positions israéliennes. C'est une première. Obama avait quand même légué un cadeau empoisonné à Trump puisqu'il avait, pour la première fois, les Américains avaient appuyé une résolution
condamnant la colonisation. Je crois que c'était en novembre ou décembre 2017. Vous avez les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Alors, je voudrais juste rappeler, c'est assez rigolo quand même, que la conférence économique, le volet économique du Deal of the Century a été présenté à Bahreïn. Bahreïn, c'est un État des plus répressifs de la planète. Lors des révolutions arabes de 2011, il ne faut pas oublier, Bahreïn, c'est un royaume qui est dirigé par une monarchie sunnite, alors que la population est à 90% chiite. La population s'était soulevée et a été matée dans le sang par l'armée bahreïnie, mais aidée évidemment par l'armée saoudienne. On se souvient tous, si vous vous en souvenez, des images des blindés saoudiens qui empruntent cette voie autoroutière, ce pont, pour aller écraser dans le sang le soulèvement populaire à Bahreïn. Et donc c'est quand même assez rigolo que ce soit Bahreïn qui accueille une conférence de paix. Voilà. Donc les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn sont complètement alignés sur les positions américaines et israéliennes, notamment en vue de constituer une coalition contre l'Iran, puisqu'aujourd'hui, finalement, le centre s'est déplacé de la Palestine vers l'Iran. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Iran, même si le front anti-Iran commence à se fissurer. On l'a vu très récemment avec les attaques dont ont été victimes les Saoudiens, qui n'ont pas été condamnés comme l'auraient voulu les Saoudiens par Washington. Vous avez l'Égypte qui est vraiment gênée aux entournures, qui essaie qui fait un peu la navette entre le Fatah et le Hamas. Donc l'Égypte qui joue le rôle d'intermédiaire dans les négociations entre le Fatah et le Hamas, qui joue également le rôle d'intermédiaire dans les négociations indirectes entre le Hamas et Israël. Il y a plusieurs accords qui ont été noués entre les deux parties. Vous avez le Qatar qui joue un rôle majeur aujourd'hui à Gaza, notamment sur le plan financier, puisque c'est grâce à l'argent qatari que beaucoup de familles pauvres peuvent survivre. C'est grâce aussi au Qatar que le combustible peut être acheté aux Israéliens. Le combustible qui sert à faire tourner la centrale électrique palestinienne, qui elle-même ne tourne qu'à 20% de ses capacités, en raison des destructions qu'elle a subies de la part des Israéliens, de la part de la chasse israélienne. Et puis voilà, vous avez donc la communauté internationale, évidemment, qui se contente de condamnations formelles, l'Union européenne qui se contente de condamnations formelles. Je vous rappelle que Macron est opposé à l'idée d'un État palestinien. Il a dit que ça ne serait pas une bonne idée pour les Palestiniens. Ils ne sont pas prêts. Voilà, donc c'est un tableau assez sombre de cette situation. Alors j'oublie évidemment plein de choses et je compte sur vous pour me poser toutes les questions auxquelles je serai, j'espère, capable de répondre. La première question posée à Olivier Pironnet après sa conférence sur Gaza concerne la publication du dossier Manière de voir sur la Palestine. Moi, j'avais fait un reportage avec mon collègue Akram, avec qui j'avais dirigé ce Manière de voir sur la Palestine. J'ai fait un reportage on était parti en fin 2017. Et on avait interrogé un certain nombre de jeunes Palestiniens, notamment parce qu'ils essayaient de se remobiliser politiquement. Et beaucoup d'entre eux, en fait, critiquent leurs aînés, donc critiquent leurs parents, critiquent les dirigeants du mouvement national palestinien, notamment sur le plan de la solution à deux États. Pour eux, c'est pas une trahison, mais c'est une forme de compromission. Pour eux, la seule porte de sortie possible, pour les deux peuples, je veux dire pour le peuple israélien, pour les juifs comme pour les Palestiniens, c'est un seul et même État. Donc eux militent aujourd'hui, beaucoup de jeunes, de plus en plus de Palestiniens militent pour un seul et même État. Alors il faut savoir qu'il y a deux formes d'État unique. Il y a un État confessionnel et un État, le modèle d'État pour lequel militait le Fatah jusque dans les années 70, avant de se rallier à l'idée de deux États. C'est Yasser Arafat qui a engagé ce revirement. L'idée, c'était de mettre en place un État laïque, démocratique, universel, du type français, donc qui s'applique à tous les citoyens, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur croyance, etc. Et puis vous avez un autre type d'État, un peu sur le modèle aujourd'hui irakien ou libanais, donc un État binational, mais c'est un État donc qui va devoir faire des aménagements confessionnels.
Et donc beaucoup de Palestiniens aujourd'hui militent pour cet État unique. Le problème, de fait, cet État unique, il est presque là, puisque vous avez aujourd'hui l'ensemble de la Cisjordanie qui est sous la coupe des Israéliens. Je veux dire, l'ensemble de la Cisjordanie, puisque pour moi, les zones autonomes qui représentent à peu près 18% de la Cisjordanie, c'est rien. Elles sont complètement sous le contrôle des Israéliens, donc c'est un seul et même État. Mais les Israéliens ont annexé la Cisjordanie. Gaza, c'est un peu différent, parce que Gaza, la bande de Gaza, elle vit en vase clos. C'est vraiment considéré comme un nid, ils appellent ça un nid terroriste. Moi, je pense que l'idée pour les Israéliens, c'est de la vider, cette bande de Gaza. Ce modèle d'État unique, oui, comment dire, en tout cas, on sait très bien que la solution à deux États, elle n'est plus envisageable aujourd'hui, dans la mesure où il faudrait que la Cisjordanie puisse posséder une continuité territoriale. Or, aujourd'hui, avec les colonies, avec le système de checkpoint et les colonies, c'est un territoire complètement fragmenté. On appelle ça une peau de léopard. Donc il n'y a pas de continuité territoriale, Or, l'attribut d'un État, c'est quand même déjà la souveraineté territoriale, qui est impossible en l'État. Et donc ça, de toute façon, ça a été voulu par les Israéliens. Netanyahou, en 2009, il se déclare favorable à l'idée de deux États, mais en vérité, il a toujours été opposé à l'idée d'un État palestinien. Et même s'il y avait un État palestinien, ce serait une sorte d'État fantoche, puisque cet État ne peut pas être militarisé, ne dispose pas de sa propre armée, de ses propres ressources. L'aéroport, il a été détruit par les Israéliens, celui qui est à Ramallah, celui qui est à Gaza. Donc oui, évidemment, moi je pense qu'on se dirige, que c'est un processus historique au long cours. On se dirige vers un seul et même État, mais à quel prix ? Étant présent à la Sorbonne le 22 octobre 2019 pour enregistrer la conférence d'Olivier Pironnet sur Gaza, j'en ai profité pour lui poser une question au sujet de la grande marche pacifiste des Gazaouis, savoir où elle en était fin 2019. Je vais revenir sur la grande marche. Cette grande marche, en arabe, Masirat al-Aouda, Sahlala, elle a été initiée en mars 2018 par une vingtaine de jeunes Gazaouis, dont une des figures médiatiques qui s'appelle Ahmad Abou Artema. L'idée, c'était évidemment de rappeler la légitimité, la pertinence du droit au retour, ce droit au retour qui est garanti par les différentes résolutions de l'ONU. Et Ahmad Abou Artema, il avait lancé l'idée, il a dit, si on était 100 000 à la frontière, c'est pas une frontière au sens strict du terme, puisque c'est une frontière, c'est ce qu'on appelle la frontière, ça n'est pas reconnu même par le droit international, puisque c'est une occupation territoriale de la part des Israéliens, et donc elle ne correspond pas à la ligne de 49, la ligne d'armistice de 49, donc quand on parle de frontière, il faut toujours accoler des guillemets. Donc cette marche, elle a été lancée, au départ elle devait durer 15 jours, elle dure encore aujourd'hui. Lors de la première édition, je crois, il y a eu une trentaine de morts, dont des enfants. Lors de la deuxième édition, il y a une 60aine de morts, dont beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on en est à peu près à 200 morts, dont 30 enfants. Vous avez 1700 personnes, la plupart ce sont des jeunes qui ont été amputés. Moi j'en ai vu, je suis allé à l'hôpital Al-Shifa, qui est le plus grand hôpital de Gaza. C'est un mouroir. C'est un endroit marquant où vous voyez beaucoup de jeunes éclopés, sans jambes. Vous avez 7000 personnes, pour la plupart des jeunes, c'est ce que dit MSF, qui risquent l'amputation, faute de soins suffisants, évidemment, puisque la plupart des blessés de la Grande Marche n'ont pas le droit de quitter la bande de Gaza. Moi, je suis allé rendre visite à un cycliste qui s'appelle Ala, mais je me souviens plus de son nom de famille, qui vit à Rafah. Et il participait à la Grande Marche. C'était le numéro 2 de l'équipe nationale de cyclisme gazaoui. Il devait aller participer à une compétition en Indonésie et il s'est rendu à la Grande Marche, qui est une marche pacifique. Il a été atteint à la jambe par une balle israélienne.
Et puis quand il a été soigné par les médecins lui ont dit on peut sauver ta jambe, mais il faut que tu puisses être soigné ailleurs qu'à Gaza, parce qu'on n'a pas le matériel suffisant. Les Israéliens ont refusé de le laisser sortir, donc il a été amputé. Et donc il continue à faire du vélo, malgré cette... donc c'est un unijambiste, quoi. Et donc vous avez des cas comme ça, par dizaines à Gaza. Pour la plupart, ce sont des jeunes. Donc cette marche, elle continue. Cette marche, elle a été évidemment lancée par des jeunes. Au départ, les factions sont restées un petit peu à l'écart, et puis finalement, elles ont rejoint ce mouvement collectif. Aujourd'hui, il y a un comité directeur de cette marche. Le Hamas est très présent. Alors, les mauvaises langues, enfin, ceux qui sont opposés disent que ça a été récupéré par le Hamas. C'est vrai que quand on va... alors moi, je suis allé à la grande marche à Malaka, à Gaza. C'est beaucoup de sympathisants du Hamas, mais beaucoup de jeunes. La consigne a été donnée de ne brandir que le drapeau palestinien. Et c'est une manière aussi pour les Palestiniens d'essayer d'œuvrer à une sorte de réconciliation nationale. Et donc, la plupart des partis sont présents. Alors, le Fatah n'est pas officiellement représenté, mais des membres du Fatah sont sur le terrain. Vous avez des gens du FPLP, le mouvement marxiste, des gens du FDLP, vous avez des gens du Hamas, vous avez des gens du djihad islamique. Moi, j'ai rencontré Khaled El-Badj, qui est donc le numéro 1 du djihad islamique dans la bande de Gaza, qui a fait partie du comité directeur. Bref, c'est un mouvement qui continue. Il se déroule en 5 points de la bande de Gaza. Voilà, donc l'idée pour les Palestiniens, c'est de le continuer. Donc moi, je pense que c'est un mouvement qui va... Maintenant, ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi, donc ça va continuer. Alors évidemment, les effectifs sont beaucoup moins importants qu'au début, puisqu'au début, vous aviez, je crois, 100 000 Palestiniens. Aujourd'hui, c'est quelques milliers répartis dans ces 5 points. Mais c'est un mouvement important. De nombreuses questions ont encore été posées à Olivier Pironnet après sa conférence sur Gaza dans cet amphi de la Sorbonne, qui était plein d'ailleurs à craquer pour écouter ce journaliste du monde diplomatique. Et ceci d'ailleurs prouve l'intérêt que suscite encore ce conflit du Moyen-Orient qui est né en 1947 et qui dure encore aujourd'hui, qui n'a jamais été résolu. Alors pour avoir plus d'informations sur l'actualité de la région, Olivier Pironnet a indiqué quelques sources sérieuses. Sur la Palestine, alors il y a un très très bon site que je vous recommande qui s'appelle Al-Monitor. Al-Monitor, ouais. C'est accessible en anglais, en hébreu et en arabe. Et vous avez le site qui a été lancé par celui qui m'a formé au monde diplomatique, qui s'appelle Alain Grèche, qui est à mon sens le plus grand spécialiste de la Palestine en France, qui est aujourd'hui à la retraite du monde diplomatique. Il est rentré au monde diplomatique très jeune, il est parti à la retraite il y a quelques années. Il a lancé un site qui s'appelle Orient 21, qui est excellent, très bien fait, très rigoureux, sérieux, et qui est accessible en français, en anglais, en arabe, voilà. Et je crois en hébreu. Nous sommes toujours heureux à l'Union pacifiste d'entendre citer le nom d'Alain Grèche. Nous avions d'ailleurs fait une émission Civis Pacem avec Alain Grèche le 17 mars 2011 à l'occasion de la sortie de son livre « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Cette émission d'ailleurs a été archivée sur notre site de l'Union pacifiste et elle peut toujours être écoutée en podcast, comme on dit. Alors, celle d'Olivier Pironnet le sera aussi, bien sûr, parce que ces émissions restent des repères dans l'histoire dramatique de la Palestine. Je tiens aussi à remercier à nouveau Olivier Pironnet, qui nous a donné l'autorisation de diffuser sa conférence sur Gaza, qu'il a donc donnée le 22 octobre 2019 dans le cadre du Café Diplo Sorbonne. Et je pense que nous devons surtout insister pour que nos auditeurs et auditrices continuent à lire les articles d'Olivier Pironnet dans Le Monde diplomatique. Ce sont toujours des articles très documentés sur cette région et sur d'autres sujets aussi, bien sûr. Alors je vous dis maintenant au revoir, merci et à la semaine prochaine.